Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous de cette émission. Nous sommes en présence du ministre conseiller, Rachidi Guadamassi, qui est déjà en studio. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sougou. Pour vous recevoir ce matin, je ne serai pas seul, je serai avec Béo Francis. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Avec vous, nous allons aborder plusieurs sujets liés à l'actualité sociopolitique de notre pays, à commencer surtout par vos dernières sorties sur le terrain. Béo. Monsieur le ministre conseiller, bonjour. Bonjour, Monsieur Béo. Vous étiez il y a quelques jours seulement sur le terrain pour rencontrer les populations qualifiées à tort ou à raison d'allogènes, c'est-à-dire les populations de Kandabé, Pérou-Guéra, Alaga, Ganon. Pourquoi avoir choisi cette cible, Monsieur le ministre conseiller? Tout d'abord, vous savez que le Bénin est un et indivisible. Et je viens vous dire que la commune de Parakou est une et indivisible. Alors, depuis notre enfance, il y a certaines couches de la population qui sont traitées à tort ou à raison comme allogènes et qui parfois sont exclues de la gestion de la cité. Et je pense qu'il faut corriger cette injustice sociale, politique et fédérer toutes les communautés à participer à la gestion de la cité. Alors quand vous prenez les communautés à tort appelées allogènes, c'est-à-dire la communauté de la partie méridionale, Atakora, Donga, Nago et consorts, quand on fait le point, ils sont à plus de 60%. Donc on ne peut pas exclure de la gestion de la cité 60% de la population. Il y a une injustice. Alors notre stratégie en tant que bloc républicain, c'est de mettre ensemble tout le monde, ce qu'on appelle à tort allogène et ce qu'on appelle à tort ou à raison autochtone, les mettre ensemble pour que Parakou retrouve ses lettres de noblesse. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous, en tant que parti politique, c'est d'aller vers ces populations qui sont dans des quartiers complètement reculés. Ils sont Parakou, mais c'est comme s'ils n'étaient pas Parakou. Ils sont dans des quartiers difficilement d'accès, les quartiers complètement impraticables, déconnectés du centre de ville. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé, en tant que baron du bloc républicain, en tant que membre du bloc républicain, suite aussi aux recommandations du président de notre parti, d'aller dans tous les quartiers, hameaux et villages, et rassurer tout le monde, les impliquer, parce que quand on parle de la gestion d'une cité, quand on parle de la gestion d'une commune, il faut exclure personne. Et c'est pour cette raison que nous sommes allés vers ces couches-là, les rassurer, et pour leur dire prochainement, ils seront associés à la gestion de la cité. Et ça permettrait aussi à ces communautés de défendre leurs quartiers. Est-ce que vous savez qu'à Parakou, il y a des quartiers qui sont dédiés pour certaines communautés, ce qui n'est pas normal. Et ces quartiers-là sont complètement isolés, abandonnés. Donc, il faut leur permettre d'être membres du conseil communal, pourquoi pas même membres du Parlement, pour leur permettre de défendre leur localité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez, j'étais à Kourouguera, mais je rentrais à Kourouguera, j'avais les larmes aux yeux. Kourouguera est complètement déconnecté du centre-ville. La voie est complètement impraticable. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas l'eau. Et je pense, après avoir constaté, parce que c'était une mission d'évaluation et de constat en tant que membre du bureau exécutif du bloc républicain. Et pourquoi le bloc républicain a voulu faire cette descente? C'est parce que le bloc républicain a les compétences politiques pour rapporter ce que nous avons vu au plus haut niveau. Je m'explique. Quand vous prenez le comité interministériel, le comité interministériel est dirigé par le président du bloc républicain, son excellence Abdoulaye Tchane. Et c'est au comité interministériel qu'on met à nu tous les grands dossiers, qu'on fait le débat des dossiers de développement de telle localité ou telle localité. Et celui qui préside ce comité, c'est Abdoulaye Tchane. Donc, moi, j'ai déjà commencé par faire le point, le rapport, non seulement en tant que membre du bloc républicain, mais en tant que MC, pour rapporter toutes ces informations. Et d'ailleurs, le vendredi matin, les 3 chefs quartiers, c'est-à-dire Alaga et Kourouguera, Gano, et la main de Parakou, nous serons en séance de travail avec le ministre en charge de l'eau et de l'énergie. M. Akouno qui sera à Parakou, où nous allons plaider le cas de ces quartiers. Et dans les jours à venir, la route Albarka Kourouguera va bientôt démarrer. Le projet PAPVS va démarrer à hauteur de plus de 19 milliards de francs CFA. Donc, dans les jours à venir, ces quartiers-là seront complètement
électrifiés, assainis, et je pense qu'ils pourront conjuguer au passé toutes ces difficultés-là. Donc, c'est pour ça que je suis sur le terrain, et c'est une stratégie de gouvernance concertée, une stratégie de gouvernance de proximité que le bloc républicain vient d'activer. Le BR sur le terrain, par votre biais, vous étiez dans ces quartiers que vous avez désignés comme quartiers étiquetés. Et comment ces populations vous ont reçu et quel a été votre message justement? Mon message, c'est le message d'unité. Et dans une stratégie de gouvernance concertée, dans une stratégie de proximité, dire aux populations que quand vous prenez un camion et que le chauffeur est mauvais, vous changez le chauffeur. Comme premier message, c'est de démontrer aux populations que pendant 3 ans, les populations ont choisi les députés qui ne sont pas véritablement à l'écoute des populations. Ça, il faut les sanctionner. Parce que la politique, ce n'est pas de fantaisie. La politique, ce n'est pas de l'anarchie. La politique, c'est une affaire d'intérêt. La politique, ce n'est pas une affaire de famille. Donc, on fait la politique pour l'intérêt de la cité. Où les intérêts de la cité ne sont pas pris en compte, alors la population doit sanctionner. Et c'est pour ça aujourd'hui, la question que la population de Parakou, de la place de la 8e, que le peuple de Nord doit se poser, surtout à Parakou, où se trouvent nos intérêts? L'intérêt de Parakou se trouve dans une opposition stérile, dans une opposition sans vision, sans boussole, ou bien une opposition de raison. Opposition de raison, je ne vois plus. C'est une opposition dépassée, qui est toujours dans la défensive, qui n'a pas une stratégie politique pour faire plier le gouvernement afin que le gouvernement puisse réaliser. Donc, quand on fait la politique, quand on fait de l'opposition, il faut mettre une stratégie. Donc, la stratégie politique adoptée par l'opposition actuelle est dépassée. Ça ne marche plus avec les réformes du système partisan. Donc, il faut animer autrement la vie politique pour l'intérêt des populations. Donc, c'est clair. Aujourd'hui, les populations de Parakou ont déjà fait l'expérience, comme l'a dit Socrate, de toutes les façons. Mariez-vous. Si vous tombez sur une bonne épouse, vous serez heureux. Si vous tombez sur une mauvaise, vous devenez philosophe. Donc, la population de Parakou maintenant est devenue philosophe. Et je pense qu'il faut faire le bilan. C'est quoi le bilan? L'opposition a fait des promesses aux populations de Parakou, aux populations de la 8e sélection électorale, en disant, si vous votez pour nous, nous allons libérer tous les prisonniers politiques. Nous allons remettre en cause les lois qu'ils appellent scélérates, les lois exclusives. Donc, ils ont fait des promesses. Donc, il est temps qu'on fasse le point. Est-ce qu'ils ont pu sortir les prisonniers qu'ils appellent prisonniers politiques? Est-ce qu'ils ont pu faire devenir ceux qu'ils appellent exilés? Parce que la constitution de 11 décembre 1990 modifiée ne reconnaît pas au Bénin ce qu'on appelle exilés politiques, ne reconnaît pas ce qu'on appelle prisonniers politiques. Moi, j'ai affaire à des prisonniers de droit commun qui n'ont rien à voir avec la politique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont menti au peuple. Et quand un homme politique ment au peuple, le peuple a le droit de le sanctionner à travers le régime. C'est pour ça que je demande aux populations de Parakou que les démocrates ont échoué. Deuxièmement, le président des démocrates, que je respecte, qui est un grand frère, notre aîné, je m'incline, a voulu régler des comptes personnels avec un président. Les populations de Parakou n'ont pas besoin de ça. La guerre, les comptes à régler avec Talon, c'est pas ça que nous avons besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est de développer les stratégies politiques pour amener le président Patrice Talon à plus s'investir. Là, ils ont échoué. Ils n'ont pas de méthode. Ils n'ont pas de stratégie. Donc, ils ont échoué. Et c'est pour ça que, en tant que visionnaire politique, je n'accepterai pas que Parakou balance dans une opposition stérile, sans lendemain. Je ne permettrai pas. Même s'il reste 2 personnes pour les faire échouer, les 2 personnes viendront du bloc républicain. Ils ne peuvent pas prendre le pouvoir. Parce que leur cause n'est pas juste. Ils veulent prendre le pouvoir, pas pour développer la cité, mais ils veulent prendre le pouvoir pour régler des comptes. C'est pour ça que, en tant qu'homme politique, et tant que je trouve l'occasion, j'ai l'obligation d'attirer l'attention du peuple noir à choisir entre le bon grain et le vrai. Monsieur le ministre conseiller, on vous a vu dans ces quartiers il y a quelques jours, mais on a également vu la liesse populaire qui vous a accompagné. Et quel est le secret? Est-ce à dire que vous êtes plus proche de ces populations qu'on appelle abusivement halogènes, ou qu'est-ce qui peut être inscrit à votre actif au niveau de ces quartiers qu'habitent ces populations? Bon, vous savez, madame, si c'est si le fils des halogènes, c'est le moyen de rire. Donc, je suis proche des halogènes. Et vous savez, comme l'a dit, on nous a enseigné à l'école, l'histoire,
c'est le récit des événements passés qui vous souviennent. Lorsque j'étais maire de la ville de Parakou, j'étais très proche de ces populations. Et vous savez, je veux briser cette stratégie qui consiste à traiter quelqu'un d'halogène. Ce n'est pas bien. Parakou est une cité cosmopolite. Il doit y avoir l'harmonie entre les communautés. Oui, c'est une ville carrefour, Parakou. Parakou. Alors, est-ce que ce sont vos actions du passé dans ces zones-là qui parlent encore pour vous? Parce que même quand on traverse ces quartiers, on voit que votre mandat de maire a pu vraiment impacter ces quartiers d'antan qu'on pourrait désigner de tout nouveau quartier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'unité de Parakou. Et moi, je n'ai jamais voulu faire la différence entre les communautés. En témoin, lorsque j'étais maire, qui vous suivez le marché. La gare, c'est moi qui l'ai construit. Les pavés dans la gare, c'est moi. Alors, donc, quand vous prenez aussi les églises. Voilà, je vais fédérer. Disant autochtone de Gama ou de Youberi. Donc, une complicité positive pour booster le développement. Et je pense qu'il faut créer ça. Et c'est dès maintenant qu'il faut commencer. Et nous, acteurs politiques, c'est notre devoir. Et c'est pour ça que j'ai voulu que les populations de Parakou comprennent aujourd'hui, il est temps qu'ils changent le chauffeur. Parce que le chauffeur là, pour qui ils ont voté un mauvais chauffeur. Parce qu'ils ont échoué sur tous les plans. Ils ont échoué dans la rénovation de la vie politique. Comment on peut comprendre que, M. Solo, que les démocrates ont la majorité? Et depuis qu'ils sont à l'Assemblée nationale, ils n'ont jamais interpellé, ils n'ont jamais mis en place des stratégies, les lobbies, pour faire réaliser la route Parakou, Kabor, Kika. Nous sommes même pour interpeller le gouvernement. La route Parakou, Péré, Niki. Le plan de développement n'a jamais été la préoccupation de ces élus. Ils vous diront qu'ils ont souvent parlé du soja. Ils ont parlé du soja, ils ont parlé d'autres choses et personne ne les a écoutés, peut-être. Mais est-ce que vous voyez la stratégie développée par le soja? L'affaire de soja, c'est d'abord la mouvance présidentielle qui s'est auto-saisie du dossier et qui a recadré et qui a réorganisé la filière. Donc ça, c'est notre actif. Et les démocrates ont souvent l'habitude de défoncer une porte déjà ouverte. Ils jouent souvent le second rôle. Ils aiment faire la photocopie. Ils détestent l'original. Donc, ils ne sont pas à la hauteur de la mission que le peuple les a. Ils sont dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Ils sont dans la réaction en permanence au lieu d'être dans l'action. Alors nous sommes dans l'action et nous ne sommes pas dans la défensive. Et c'est quand nous posons une action qui réagisse. Dites-moi, quel est le bilan de l'opposition? Ils vous diront, nous ne sommes pas des affaires. Non, l'opposition doit présenter un bilan. C'est un choix assumé. C'est une option. Quelle est la solution alternative? Qu'est-ce que propose le peuple de droit? Non, ils vous diront, la démocratie est menacée. Le seul projet de société, la démocratie est menacée. Vous voyez, chers amis journalistes, je le dis haut et fort, et je le dis avec amertume, avec regret, que nous avons passé plus de 10 ans dans l'impréparation, dans l'improvisation, dans la navigation. Rien de bon. Mais allez voir ce qui se passe. Parakou a eu de recul, par son choix. Parakou a eu de recul par son choix. Mal orienté par une opposition sans vision, sans boussole. L'opposition a trompé la ville de Parakou. L'opposition a trompé les populations de Parakou. Mais allez voir ce que la politique a donné pour les autres communes. Allez à Porte-Novo. Aujourd'hui, vous allez méconnaître Porte-Novo. Parce que Porte-Novo a fait un choix de raison. Un choix hautement politique. Et les retombées de ce choix, c'est l'assainissement de la ville de Porte-Novo. Prenez la route de pêche. Allez à Ouida. Mais Ouida est complètement connecté à Cotonou. Mais vous allez à Ouida, vous allez vous perdre. C'est ça qu'on appelle le choix politique stratégique au profit des populations. Allez dans le mono. Ça veut dire il y a une connexion entre Koufo et le mono. Ça veut dire aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller dans le mono et parler de routes non bitumées. Tout est bitumé. Pourquoi? Parce que les politiques de ces régions ont orienté les populations à faire un choix de raison, un choix de développement. Il faut que Parakou se réveille. Au lieu de suivre un homme, il faut suivre le développement. Un homme qui n'a plus d'avenir, un homme du passé, qui ne va pas créer l'emploi pour les jeunes de Parakou, qui ne va pas développer la vie de Parakou, qui ne va pas faire la promotion des cas de Parakou. Il y a ça. Parakou est en retard de par son mauvais choix politique. Si c'est pas que
parti Salon a montré sa volonté, la bonne foi, ça serait pillé à Parakou. Si encore le président continue pas à penser que quelque chose est faisable, c'est encore des gens comme nous encore, qui essaient de lui dire, monsieur le président, tout le monde n'est pas contre vous. Essaie de faire quelque chose. Et c'est pour ça, le peu qui se fait là, c'est ça. Et c'est vrai. Tout le monde n'est pas contre le président. Parce que ce qu'il a fait à Parakou, que les gens ne veulent pas voir, n'a jamais été fait depuis 1960. Béo est plus ancien que toi, tu es encore jeune, mais tu es journaliste, faites les investigations. Est-ce que quelqu'un n'a jamais donné 52 milliards pour l'assainissement de la ville de Parakou? Ça s'est jamais passé. Qui a fait venir un GDS? C'est déjà vu. Bientôt, au niveau de Parakou, c'est la construction de l'hôtel de ville. Est-ce que vous savez que c'était Cotonou et Porto-Vaux qui avaient préféré la construction de l'hôtel de ville? Il a fallu l'instruction personnelle du président Talon pour ajouter Parakou. L'hôtel de ville qui est là, c'est depuis le temps de notre papa Saïdi. C'est pas une honte. Et on doit nous envoyer dans la gueule de l'opposition. Moi, je n'accepterai pas ça. Tant que je vis, tant que moi, je vis, Parakou ne n'a pas en affaire. L'affaire politique, Parakou ne n'a pas en affaire. Je me battrai. Il y a encore quelqu'un qui vit. Tout le monde peut se rallier, hein, sauf moi. Je ne veux pas me rallier à une opposition sans vision, sans boussole. On peut me traiter de tout. Mais l'histoire va me donner raison. Que c'est celui qui a la farine, qui a la pâte. Et que c'est celui qui a la farine qu'il faut suivre. On ne peut pas suivre quelqu'un qui n'a plus d'avenir politique. Quelqu'un qui ne peut pas vous donner la route. Quelqu'un qui ne peut pas vous donner l'emploi. C'est fini, c'est fini. Le temps passé ne revient plus. Ce qui est passé est passé. Donc je demande humblement aux hommes politiques qui aiment vraiment Parakou, qui aiment véritablement la partie septentrionale, de faire comme les hommes politiques de Porto-Vaux. Porto-Vaux n'a pas d'amis, mais a que des intérêts. Ouida n'a pas d'amis, Ouida n'a que des intérêts. Cotonou n'a pas d'amis, Cotonou n'a que des intérêts. Parakou ne doit plus avoir d'amis, Parakou doit avoir les intérêts. Qu'est-ce qu'on gagne? En suivant une opposition stérile, sans vision, un leader qui n'a plus d'avenir, qu'est-ce que Parakou gagne? En matière de développement, en matière d'ascension de la ville, en matière de promotion des cadres, en matière d'emploi des jeunes, Parakou est victime parce qu'on veut coller à Parakou l'opposition. Et parce qu'on dit Parakou, c'est la ville qui est contre le système dont tous les grands projets ne doivent pas venir à Parakou. C'est ce que j'ai dit. Et nous sommes là pour dire non, Parakou n'est pas contre le système. Et là, vous comprenez, le combat que je mène, moi, ce n'est plus le combat de député, ce n'est plus le combat de maire, ce n'est plus le combat de ministre. J'ai été député 20 ans, j'ai été maire, j'ai été ministre. Qu'est-ce qui me reste encore? Ce qui me reste, je veux laisser un bilan politique. Je dois apporter mon expertise politique, mon expérience politique, orienter la ville à faire de bons choix. C'est ma raison d'être. Parakou profite de mon expérience. Donc, moi, je ne suis pas là pour sauver un homme, je ne suis pas là pour applaudir un homme qui n'a plus d'avenir. Le président Kékou ne m'a pas appris ça. Ce que le président Kékou m'a appris, c'est de suivre ce qu'il a fait. Et je connais les conséquences d'une opposition sans vision. Les méfaits d'une opposition, les mésaventures d'une opposition, je connais. Et c'est ce qui se passe présentement. Donc, on veut isoler Parakou complètement. Et si on ne sait pas faire, les villes ordinaires, les villes intermédiaires, si on ne prend pas les précautions, vont dépasser Parakou. En Calavi, à Bomé Calavi, ça se métavore. Là, j'ai peur que Parakou même ne perde son statut de ville à statut particulier. Au profit de Kandi. J'ai peur. Si on continue pas à faire de mauvais choix politiques, si on continue pas à faire la politique politicienne, au lieu de la politique du développement, les autres villes vont dépasser Parakou. C'est-à-dire, les grands séminaires, les grands événements, ils vont les amener dans d'autres villes, comme Kandi, Natitengou. Et Parakou risque de jouer le second rôle. Je ne veux pas que Parakou joue le second rôle, que Parakou perde son titre de statut particulier, que je suis en train de crier. Pourquoi on n'avait pas un enfer avec celui qui a déjà fini? Je veux amener Parakou dans le paradis politique, dans le développement. C'est ce que je suis en train de faire. Mais je pense, nos amis d'en face savent que je dis la vérité. Ils font la politique politicienne. Ils sont contre un homme. Au lieu de faire le combat de vision, d'idéal, c'est un combat de personnes. Donc c'est dépassé. Moi, je fais une prophétie politique. Je prends le peuple béninois témoin, je prends la population de Parakou témoin. Je parle en tant que croyant, en tant que visionnaire politique. Le système talent que moi je vois là, tel que je vois le système là, le système talent est parti encore pour 20 ans. Minimum, sinon plus. Je le dis de par mon expérience. Je le dis parce que je sais ce qu'on appelle les réformes politiques. L'opposition que vous voyez, c'est de pipeau, rien de bon. Alors, si le système parti talent gagne les élections en 2026, donc Parakou fera encore l'opposition encore pendant 10 ans, donc qui paie en ce moment? En ce moment, les autres villes
à statut intermédiaire ordinaire acquis à la cause du système vont bénéficier de grandes infrastructures, vont bénéficier des projets de développement et Parakou risque de devenir une ville à statut ordinaire, pour ne pas dire intermédiaire. Parakou risque de perdre son titre de vitrine de sénateur. Et c'est ça que je suis en train de crier. Monsieur Soglo, cette émission-là, essaie de garder ça jalousement, parce que c'est une prophétie. J'ai bâti cette émission, une émission de prophétie, qui risque de se réaliser. J'interpelle les populations de Parakou à se réveiller, à ne pas suivre un homme qui a des comptes à régler avec un autre homme, mais à suivre la raison. J'interpelle les populations de Parakou à comprendre. Ce n'est plus Badamassi veut être député, Badamassi veut être... Non, moi j'ai fini avec ça. Parakou m'a tout donné. Parakou m'a révélé au monde. J'ai l'obligation historique, j'ai un problème de conscience et je dois retourner l'ascenseur aux populations de Parakou et aux populations de la 8e et au peuple béninois tout entier. Je dois retourner l'ascenseur. Et la seule manière de retourner l'ascenseur, c'est de leur dire la vérité politique. C'est de leur révéler ce qui est caché politiquement. Ce qui est caché politiquement, c'est ça que je veux de révéler. De ne pas suivre la foule. Parce qu'il y a beaucoup de faire là. On appelle ça du populisme. Vous savez, le président Talon et le système Talon maîtrisent ce qu'on appelle la carte électorale du Bénin. Mais il y a beaucoup de bêtises, le populisme. La foule. La foule ne fait pas l'électorat. La foule qui sait ce qu'il a dans son cœur. Parce que s'ils maîtrisaient la carte électorale, ils allaient gagner les législatives. C'est la peur qu'ils ne maîtrisent pas la carte électorale. Talon fait moins de bruit. Parce qu'il maîtrise la carte électorale. Et c'est celui qui maîtrise la carte électorale, celui qui maîtrise les grands électeurs, qui va gagner en 2026. Et moi, je peux vous dire aujourd'hui ce qui va se passer. À moins que Dieu a la décision autrement. Parce que je suis un musulman, croyant. Mais sur la base scientifique, sur la base politique, c'est celui qui maîtrise la carte électorale, qui maîtrise les grands électeurs. Et c'est celui qui maîtrise les grands électeurs qui va gagner en 2026. Le système Talon maîtrise la carte électorale béninoise et les grands électeurs. Donc, il va gagner les élections en 2026 et l'opposition va perdre. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Parce que là où on entend Talon là, on va pas le trouver là. Là où ils attendent Talon là, réviser, préparer la constitution pour se maintenir. Pourquoi? Talon n'est plus là. Il n'a jamais été même là. Ce qui va se passer, vous voyez, on est à quelques mois des élections. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il est candidat aux élections présidentielles. À quelques mois des élections, on parle toujours de développement. L'administration travail, personne ne parle d'élection. C'est des signes annonciateurs politiques d'un grand changement. Moi, je me rappelle, 2 ans avant les élections, tout le pays en mouvement. Susciter la candidature de tel, mais qui parle de candidat? Ça, c'est des signes annonciateurs d'un grand changement politique. Ce qui va se passer sera du jamais vu, que Dieu nous prête vie. Et vous verrez que les démocrates, il n'y a rien là. C'est du pipeau, c'est du beurre politique. Et le président, il y a ici un conscient qui va perdre. Moi, je vous parle en tant que philosophe politique, en tant que visionnaire politique. Le président, il y a ici qui va perdre les élections en 2026. Il sait qu'il va perdre, mais il ne continue pas à embarquer toute une région dans une opposition stérile, sans vision. Et qui sait, peut-être qu'il va vous surprendre. Le chef de l'État en parlait, peut-être qu'il va rejoindre la barque. Ah, peut-être, mais il aurait trahi le peuple. Parce qu'il aurait pu dire tout de suite, attention, j'ai lutté contre le système, ça n'a pas marché. Au nom de l'honnêteté intellectuelle, au nom de l'intérêt général, je vais râler. Ils vont se dire autour d'un seul candidat. C'est ça. Et c'est le peuple béninois qui va gagner. Le président Zissou a bien appelé le président Talon. Le président Zissou est un modèle de la démocratie. Il a vu qu'il appelle au nom de l'intérêt général. C'est le premier qui a appelé le président pour le féliciter. Je pense, le président Yaïboni, il fait la même chose au nom de l'intérêt général. D'ailleurs, lui, il est toujours dans les activités du chef de l'État. Il est partout. Lui, il a quitté l'histoire des élections. Alors, je vois pas, il est présentement dans les pays du Golfe, où il a signé des milliards de contrats. Donc, le président Talon gère les actifs. Le président Talon pense au développement. Il respire le développement. Jusqu'au dernier jour de son mandat, il parlera de développement. Est-ce que vos amis d'enfance pensent qu'il faut forcément être au pouvoir avant de pouvoir servir la nation? Non, on n'a pas besoin d'être au pouvoir avant de servir la nation. La belle preuve, moi je suis un exemple vivant. J'étais plus aux affaires, j'étais plus au Parlement, mais j'ai continué par animer la vie politique. J'ai continué par travailler. On n'a pas besoin. Le président Yaïboni est un président qui a décalé la grèce. Ancien président de la République du Bénin, ancien président de l'Union africaine, ancien président. Bon, il a beaucoup de choses. Il peut apporter beaucoup de choses pour le pays, dans une complicité positive avec le président Patrice Talon. Qu'est-ce qui bloque? On a vu le président Soglo. Mais le président Soglo est un homme de raison, notre pépé national,
notre patriarche. Moi, j'apprécie énormément le président Soglo. Moi, j'ai appris à connaître l'homme depuis qu'il était maire de la ville de Cotonou. Moi, j'avais la chance de présider au destiné de la mairie de Parakou, et lui, le président, maire Soglo, maire de Cotonou, et Adrien Oumbougui, maire de Porto-Novo. C'était les trois maires à l'époque. Les trois maires de l'aide de la décentralisation. Donc, moi, j'ai appris à connaître l'homme. Le président Soglo, vous voyez, quand c'est bon, il dit c'est bon. Mais cela ne l'empêche pas de critiquer. C'est quelque chose qui ne va pas, il critique. J'invite le président Yahi à se rendre à la GDIZ, de se rendre à l'hôpital Chic. J'invite le président Yahi Boni, prendre son bâton de pèlerin et sillonner tout Porto-Novo, à montrer ce que le président de la République a fait. J'invite humblement le président Yahi Boni à faire un tour pour visiter les marchés modernes, les marchés de Gaï, les marchés de Bégamé, les marchés de Ménoté, les marchés de Porto-Novo, les marchés de Guéma, les marchés de Natérou. Mais c'est du jamais vu. Et je demande au président Yahi Boni d'aller visiter la cité impériale. S'il aime vraiment la communauté Bo et Batonou, d'aller visiter ce qui se passe présentement à Niki. Ce qu'il a pu faire, qu'il n'a pas fait, et que l'autre a fait. Je lui demande humblement de venir bénir, d'aller bénir le président Talon, qui a reçu là où il a échoué. Parce que, on m'a dit, le président Yahi Boni est un pasteur. On m'a dit, paraît-il, qu'il est un pasteur. Donc, si effectivement il est un pasteur, un homme de Dieu, il doit quand même reconnaître ce qui a été fait. Au nom de sa foi, en Jésus de Nazareth, je lui demande humblement d'accepter ce que Dieu a établi comme roi. Ce Dieu a été clair. C'est la Bible qui le dit. Toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui a établi Patrice Talon comme autorité. Et ce n'est pas à Yahi Boni de contester l'autorité établie par Dieu. Encore un homme de Dieu, c'est ce président. Donc, moi je pense humblement qu'il a intérêt à ramener les jeunes. Parce que les jeunes qui sont autour de lui ne comprennent pas. C'est à lui d'être la lumière. Moi je pense que, en toute vérité, les jeunes ont compris qu'il faut suivre celui qui a la farine. Parce que c'est celui qui a la farine qui a la pâte. Et quand vous prenez la plupart des conseils des élus, aujourd'hui ils ont compris que la solution au problème de développement de leur localité, c'est le président Patrice Talon. Donc, ceux qui ne comprennent pas, alors je vais sur le président Talon. Moi, je ne suis pas le président Talon. Non. Je suis l'homme de vision, l'homme de rigueur, l'homme de développement qui est Patrice Talon. Celui-là qui a la solution au plan de développement, qui peut m'aider à vous aider, qui peut m'aider à vous donner de l'eau, qui peut m'aider à vous donner de l'électricité, qui peut m'aider à construire les centres de santé, les écoles. C'est celui-là qui je suis, qui est Patrice Talon. Et le président m'a fait l'honneur. Il m'a rappelé à ses côtés. Et pas à n'importe quel poste. C'est des postes hautement stratégiques. Mais confiés l'intérieur, la sécurité, la défense, la décentralisation et la gouvernance locale. C'est une marque de confiance. Et je pense que je n'ai pas le droit de faillir à ma mission. Je n'ai pas le droit de démériter. Voilà, son bilan est élogieux. Le développement est sur les yeux et on voit. Et je pense que le président Patrice Talon respecte ses collaborateurs, a une grande capacité d'écoute. Il écoute, il comprend vite. Il parle peu, mais il conclut vite. C'est un vrai leader. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et moi je pense, avec mon nouveau poste, j'ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Politiquement et même scientifiquement. Et dans l'histoire, on n'a jamais vu autant de leaders politiques d'un seul président. Donc, c'est jamais vu. Donc, voilà la situation. Alors, vous avez dressé le bilan politique. Que pouvez-vous ajouter pour conclure? Pour conclure, la stratégie politique de l'opposition informelle, sans vision, sans boussole, a montré ses limites et elle est éprouvée, fatiguée, en convalescence, exténuée. Et je pense qu'elle est complètement enrhumée. Elle est grippée. Donc, il faut vraiment poser autre diagnostic politique. Et je pense qu'il faut que l'opposition, prochainement, dans les réformes du système partisan, soit une opposition de raison et de stratégie. Et non une opposition dépouillée de toute vision. C'est très important. Alors donc, moi je suis prêt, comme je l'ai dit, à apporter mon expertise. Je suis prêt parce que moi j'ai eu la chance d'animer l'opposition et d'animer la mouvance. J'ai l'expertise là. Et je pense que je peux me mettre humblement à la disposition de l'opposition mes compétences politiques et mon expertise. C'est pas pour rien qu'on m'appelle professeur en politique appliquée. Quand on parle, on dit il allait aux élections, il a joué. Mais dites-moi, après j'ai passé 26 impératifs, réussi, et j'ai failli. Est-ce que tu raté? Est-ce que c'est un problème?
Donc, j'ai raté pour venir gagner la coupe, grâce au président Patrice Talon. Monsieur le ministre conseiller, nous avons fait le tour de l'actualité politique. Abordons maintenant le côté technique, le volet technique qu'on vous a confié, c'est-à-dire sur le plan de la sécurité. Qu'est-ce qui est inscrit à l'actif du président de la République que vous défendez partout où vous passez depuis que vous avez été nommé ministre conseiller à la défense et à la sécurité, chargé de la décentralisation et des collectivités locales? Avant l'avènement du président Patrice Talon, avant l'avènement de la République, le Bénin était dans une insécurité généralisée totale. Il n'y a pas ce jour, on ne parle de braquage. Il n'y a pas ce jour-là. Le braquage des banques, sur la délinquance, sur la route inter-État. Mais aujourd'hui, grâce aux réformes, c'est-à-dire la fusion gendarmerie-police, qui a donné des résultats de coproduction de la sécurité, toutes ces choses-là sont conjuguées au passé. Avec la stratégie de mettre les équipements dignes de son nom aux forces de défense et de sécurité. Les pick-up, c'est plus de 300 pick-up qui ont été mis à la disposition de nos forces de sécurité, avec les moyens dignes de ce nom. Est-ce que vous savez que par le passé, les forces de sécurité étaient obligées de rançonner pour payer les carburants? Et ça pesait beaucoup sur nos populations. Parce qu'il n'y avait pas, à tous les 5 kilomètres, on vous arrêtait pour vous demander même les pièces qui ne sont même pas prévues. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ça. Je vais dire, le président Patrice Talon est un homme de défi. Et le président Patrice Talon a montré par le passé qu'il est un homme de défi. Quand vous prenez par le passé, le Bénin a connu l'affaire Covid qui a bousillé l'économie mondiale. Mais le Bénin a tenu bon grâce à l'expertise au sens élevé de gouvernance du président Patrice Talon. Nous avons tenu bon, notre économie a été sécurisée. Il a relevé ce défi-là. Deuxièmement, qu'il vous souvienne qu'il y a un pays de la sous-région qui a fermé sa frontière, pensant mettre en difficulté notre système macroéconomique, notre économie. Il a réalisé à ce moment plus de 300 milliards ou 400 milliards d'économies. Il a montré qu'il est un homme de défi. Et qu'il vous souvienne également que depuis 1960, aucun président de la République n'a jamais connu le terrorisme. C'est-à-dire du Manga jusqu'à Yaïboni, aucun président n'a jamais connu le terrorisme. C'est la première fois dans l'histoire que le Bénin est confronté au problème d'extrémisme violent, au terrorisme. Le président Patrice Talon va relever ce défi. Et je peux vous le dire, il est en train de relever déjà le défi. Parce que le seul pays qui continue pas à maîtriser, malgré les attaques répétées, qui n'a pas cédé 1 centimètre de son territoire dans la main des terroristes, c'est le régime du président Talon. Je ne vais pas créer l'incident diplomatique. Vous êtes des journalistes d'investigation. Allez voir dans les autres pays comment gère l'affaire des terroristes. Et vous verrez que le Bénin gère mieux. C'est vrai que nous avons perdu nos enfants, mais c'était le prix à payer pour sauver la vie des Béninoises et des Béninois. Et nous sommes en train de travailler. Et permettez-moi, pour des raisons stratégiques, tactiques, que je ne livre pas nos stratégies. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que le Bénin gère mieux l'affaire du terrorisme par rapport aux autres pays. Par rapport à ces jeunes dont vous venez de parler, qui sont tombés sous les armes, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait pour eux? Parce que les parents sont là, les enfants sont là. Est-ce que le gouvernement de la République du Bénin a prévu quelque chose pour la postérité de ces militaires tombés sous le coup des armes? Vous savez, il y a une loi qui a été votée lorsque j'étais encore président de la commission de défense et sécurité. Une loi a été votée. Cette loi permet au moins la prise en charge de nos forces de défense et de sécurité tombées au champ d'honneur, où soldats tombés a droit à plus de 21 millions de francs CFA. Et la prise en charge des enfants nés dans le foyer ou hors du foyer jusqu'à l'âge de 21 ans. Et pour les blessés, nos forces de défense et de sécurité sont évacuées dans les hôpitaux sophistiqués en Europe. Donc les prises en charge sont allouées et ils sont complètement évacués pour les prendre en compte. Gouverner, c'est prévoir, et c'est pour mettre en exergue ce principe sacro-saint que nous avons pris toutes les discussions pour que vraiment nos forces de défense et de sécurité tombées ne soient pas laissées pour compte. Par exemple, la dernière fois, nous avons reçu des militaires. La semaine dernière, à la Radio Fraternité, nous avons échangé longuement et ils nous ont fait part de leur volonté de se rapprocher davantage des populations et que les hommes des médias et autres doivent les aider dans ce sens. Vous, en tant que ministre conseiller en charge de ce volet, est-ce que des efforts sont fournis aujourd'hui pour que l'homme entré soit vu autrement? Et une mission égale les hommes et les moyens.
C'est la première fois depuis 1960 que le président de la République, Patrice Talon, a construit des infrastructures ultra modernes pour nos forces de défense et de sécurité. Je vais parler de la cité de défense et de sécurité. Je vais parler du complexe de sécurité et de la défense. Je vais parler de Caserne Nalada. Donc, mettre nos forces de défense et de sécurité dans un confort digne de ce nom pour les permettre de travailler, pour les permettre d'être plus proches des populations. Notre armée est une armée de développement. Et vous voyez aujourd'hui nos forces de défense et de sécurité, quand vous parlez de génie, ils sont partout. Et je pense que le président de la République est en train de mettre les moyens qu'il faut. Et je pense que dans les jours à venir, et je pense que nous allons créer des contacts entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Permettre aux populations de visiter nos casernes pour voir ce que moi je reviens aujourd'hui. Si je savais, je serais militaire. Avec ce que je vois, les réalisations du gouvernement, les infrastructures ultra modernes, ce que je parle, mais quand vous voyez ça, mais vous avez envie de devenir militaire. Alors qu'avant, quand on parle de militaire, personne ne vient entendre parler de militaire. Donc, vous passez automatiquement à la mort. Moi, je pense que vraiment le président Patrice Talon, ce chef d'État a beaucoup investi à moderniser notre armée et à mettre notre armée au niveau international. Et dans tout ça, les populations ont un rôle important à jouer en termes d'information, en termes de collaboration avec les autorités. La guerre contre le terrorisme est une guerre asymétrique. C'est une guerre non conventionnelle. Vous avez la seule manière de mettre hors d'état de nuire ces terroristes, c'est la collaboration des populations à la base, des élus locaux, les chefs de quartier, les maires, la population en général. Donc, et c'est pour ça que dans les jours à venir, on entend créer des missions de proximité pour mettre ensemble nos forces de défense et de sécurité et les populations. Nous voulons briser cette méfiance qui existe entre les populations et les forces de défense et de sécurité pour la coproduction de la sécurité. Oui, mais ce que plusieurs personnes ne comprennent pas, c'est la gestion de l'information au niveau de l'armée. Quand il y a une attaque, les gens souhaitent avoir l'information. Comme il y a un petit vide pour préparer ce qu'il faut dire, d'autres se lancent dans la désinformation en publiant de faux chiffres. Or, il s'agit de notre pays. Quelle lecture vous en faites? Vous savez, nous sommes en période de guerre. Et quand on est en période de guerre, toute information doit être calculée. Et quand vous communiquez mal, ça peut se retourner même contre nos forces de défense et de sécurité. Donc, il faut savoir communiquer. Quand et où communiquer. Donc, il ne revient pas en période de guerre de suivre la stratégie de communication des autres. Il ne revient pas aux autres de nous imposer la stratégie de communication. La stratégie de communication doit être conforme en fonction de la période de guerre et leur dictée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi une victoire. Parce que la communication mal orientée peut se retourner contre nos forces de défense et de sécurité. On peut l'utiliser pour nous anéantir. Et c'est pour ça que, en période de guerre, il ne sert à rien de suivre la communication des autres, de l'ennemi. Parce que ceux qui avancent des chiffres, c'est sur une stratégie de communication pour démoraliser nos troupes. Ils avancent des chiffres non vérifiés pour déstabiliser la psychologie de nos forces de défense et de sécurité. Mais ceux qui relaient sont des complices. Et je pense que le code numérique a prévu les sanctions pour ça. Normalement, tout béninoise et tout béninois digne de ce nom doit avoir un comportement vertueux, patriotique. Il ne doit pas faire le jeu de l'ennemi. Parce que ce qui se passe présentement, mais il faut s'approcher du président de la République pour savoir qu'il est préoccupé. Moi, je sais de quoi je parle. On ne dit pas tout. Mais le plus préoccupé, c'est celui qui ne parle pas. Il pense régulièrement. À chaque fois que nous réussissons des attaques, je connais, je sais comment il est préoccupé. Donc, on ne dit pas tout. En matière de stratégie, en matière de défense et de sécurité, on ne dit pas tout. Mais le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a pris toutes les discussions. Et c'est pour ça que l'affaire du terrorisme est bien gérée. J'aime mieux. Il y a des côtés qu'on ne peut pas vous expliquer. Mais la meilleure gestion, si le gouvernement ne gérait pas bien l'affaire du terrorisme, mais tout le Bénin serait bien cédé à l'ennemi. Mais si le Bénin n'a pas encore cédé, le moins centimètre de son territoire, c'est parce que quelque chose a été fait. Et se fait toujours. Et c'est le lieu de rendre hommage à nos forces de défense et de sécurité, à la hiérarchie militaire, qui fait bien son travail, qui ont le sens élevé de responsabilité, de vrais patriotes.
je leur rends hommage. Je m'incline devant la mémoire de nos forces de défense et de sécurité tombées au champ d'honneur. Monsieur le ministre conseiller, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Qu'avez-vous à ajouter pour, dans un premier temps, rassurer les populations de la 8e qu'elles ont opté pour un mauvais choix il y a 2 ans et que le meilleur combat à venir, c'est de faire le bon choix? Vous savez, l'erreur est humaine. Y persévérer est diabolique. On peut se tromper, mais c'est de la manière dont on se rattrape qui fait de vous un grand homme. La population de Paracourt, de la 8e, de la partie septentrionale, a fait confiance aux vendeurs de légion. Elles ont fait confiance, elles pensaient qu'elles avaient affaire à des hommes de solution. Mais en réalité, cette population avait affaire aux hommes de problème. Donc, je pense qu'en 2026, le peuple béninois, les populations de la 8e, les populations de la partie septentrionale doivent changer de fusil d'épaule, doivent changer le chauffeur, doivent prendre le train en marche. Et ce train, c'est le système qui est en place. La population de Paracourt, de la 8e, de la partie septentrionale, doit reprendre sa place. Sa place pour le développement, sa place pour l'emploi des jeunes, sa place pour la promotion des cadres. On doit changer d'étiquette. C'est-à-dire la ville qui est contre son propre développement. Je ne dirais pas, et si la population de Paracourt, et si la population de la 8e, et si la population de la partie septentrionale était contre son propre développement. Comme l'a dit un écrivain, et si l'Afrique était contre son propre développement. Je n'aimerais pas poser la question dans ce sens, et si Paracourt était contre son propre développement. Contre son propre développement, c'est d'aller contre ceux-là qui ont la possibilité politique de développer votre région. Ceux-là qui ont la possibilité politique d'œuvrer pour l'emploi des jeunes. Parce que les autres ne le savent pas. Les autres députés-là ne viennent plus sur le terrain. Vous savez pourquoi ils ne viennent plus sur le terrain? Ça serait l'objet de nos débats. Moi, je vous dirai pourquoi ils ne viennent plus sur le terrain. Ils ne viennent plus sur le terrain, pas parce qu'ils ne veulent pas venir, mais parce qu'ils n'ont plus la capacité, ils n'ont plus les moyens financiers pour venir sur le terrain. Les moyens financiers sont allés où? Je vous le dirai, ça serait l'objet de nos débats. Ils ne pourront plus venir sur le terrain. Ces moyens-là qui ont été octroyés pour venir sur le terrain, pour l'objectif de venir écouter les populations, ils ne viennent pas. Moi, je suis tout le temps sur le terrain. Même quand j'ai perdu mon poste de député, j'étais toujours sur le terrain. Et je reçois. Quand je viens à Paracourt, je reçois des centaines de jeunes. Et 90% de ces jeunes viennent me voir. Ce n'est pas pour commander de l'argent. C'est pour me parler d'emploi. Ils veulent être eux-mêmes. Ils veulent être indépendants. Ils veulent être eux-mêmes. Donc c'est ça la réalité. Moi je reçois les jeunes. Hier, je recevais les jeunes jusqu'à 3 heures du matin. Ils sont informés, hein. Quand je viens automatiquement, ils sont informés que je suis là. Mais vous voulez, mais ma maison, je continue pas à recevoir comme je suis député. J'ai dit, mais écoutez, comprenez-vous, je suis plus député. Je suis plus député, mais honorable. C'est devenu une tradition. Mais, on dit, mais honorable, c'est parce que les autres, on ne les voit pas. Nous avons, depuis que nous avons voté pour eux, on ne les voit plus. Donc, moi, je continue pas à recevoir. Mais quand je prends 100 jeunes, 98 jeunes ne pas d'emploi. Vous comprenez que la solution pour un emploi qui donne l'emploi. L'emploi, c'est une décision politique. Il faut créer les conditions. Il faut créer des conditions. Et je pense, j'ai suffisamment parlé pour la population de Paracourt, que j'aime trop, que j'affectionne trop, que j'aime beaucoup. Et je ne veux plus que ces populations-là se trompent. Comme je l'ai dit, c'est une seule fois qu'on piétine les testicules d'un aveugle intelligent. La seconde fois, l'aveugle intelligent ramasse ces testicules. Donc voilà la situation. Monsieur le ministre, merci. On n'était pas seul, hein. C'est sûr que nos auditeurs ne nous ont pas vus, mais en auditeur intelligent, ils vont ramasser leurs testicules. Absolument, merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout. C'était le ministre conseiller Rachid Ibaramassi qui nous a accordé ce temps que nous lui avons arraché de façon brusque. Merci de nous avoir suivis. Et merci à nos auditeurs de Fraternité FM et d'Azerke pour l'attention. À très vite.